Empereur, par la grâce du ciel, je proclame, seule une guerre juste apporte le bonheur. Nous voulons des soldats pour délivrer le peuple, pour désarmer la violence. Notre pays est le Grand Viet. C'est une nation vieille et belle. Elle a ses fleuves, ses montagnes, ses frontières de toutes parts. Elle a ses mœurs et ses coutumes. Les dynasties des Dinh, des Lé, des Li et des Tran ont bâti ce pays libre et fier. Le Grand Viet a connu grandeur et décadence. Il n'a jamais manqué d'enfanter des héros. Toute notre histoire témoigne de notre amour de la justice. Contre la dynastie des Hauts, notre peuple se révolta. Alors les Ming en profitèrent pour se ruer sur notre terre. Dans la patrie trahie, l'horreur se déchaîna. Des hommes furent brûlés vifs, des femmes furent égorgées. 1000 ruses trompaient le peuple. Le crime dura 20 années. Le ciel du pays était noir, nos lacs se desséchaient, nos greniers étaient vides. Tout pour l'envahisseur. Les forêts et les mines, les perles de la mer et la chair des cerfs noirs, et les faisans dorés, et le miel des abeilles, les bois de nos futaies, l'herbe de nos prairies. Souvenez-vous des pleurs versés par la patrie, des veuves, des martyrs, des enfants affamés. Nos enfants avaient faim, les bourreaux étaient gras. Tous les bambous de nos forêts ne suffiraient pas pour inscrire les crimes de la tyrannie. Toute l'eau des mers ne pourrait effacer leur puanteur sombre. Dix années au sein de la jungle, nous avons préparé la lutte, oubliant de manger, ne pensant qu'à l'étude, mesurant le passé, rêvant de l'avenir. La victoire naît dans la nuit. Chez nous, les talents étaient rares, comme les feuilles dans l'hiver, comme les étoiles à l'aube. Nous manquions de conseillers, d'officiers et de soldats. À Linson, nous étions sans pain. À Nguyen, nous étions sans troupes. Que cette misère était grande. Alors nous avons appelé le peuple dans tous les villages. Nous avons bu du vin avec les partisans. Les paysans nous apportaient des vivres. Alors sont venues les victoires. Le juste a vaincu le cruel. L'humain a vaincu la barbarie. Nous n'avons pas voulu d'une paix trop cruelle. Nous leur avons laissé des barques, des chevaux pour rentrer chez eux. Sur la mer, ils tremblaient de peur. Ils frissonnaient de peur dans leur pays. Ils redoutaient la mort. Nous voulions le repos du peuple. Nous avons été sages. Notre État y conquit sa force. La patrie rayonnait de gloire. La lune et le soleil brillaient. Nous avions blanchi notre honte. La paix régnait sur l'avenir. Chaque Vietnamien sait
que ses ancêtres lui ont laissé un patrimoine national qui date de plusieurs millénaires. Il y a d'abord la création, pour ainsi dire, de la terre vietnamienne. Vous voyez maintenant des rizières, des villages, des villes dans ce delta du fleuve Rouge que vous avez parcouru. Vous croyez que cette terre avait de tout temps existé? Eh bien, c'est pas vrai. Il y a 5000 ans, mettons, c'était des marais, des marécages, où le fleuve Rouge, qui était un fleuve terrible, il divaguait. Tantôt il coule à cet endroit, tantôt à un autre, c'était invivable. Il a fallu aux hommes d'abord de maîtriser ce fleuve, de bâtir des digues et de conquérir la terre, c'est ainsi dire mètre carré par mètre carré. Et si vous voyagez à travers tout le delta, vous voyez ce système de digues qui ont 10 mètres, 12 mètres de hauteur, qui enserre tous les cours d'eau et qui constitue actuellement un réseau de près de 3000 km. Tout cela a été bâti à la main, réfectionné, reconstruit chaque année. Et si vous allez vers la côte, vous verrez encore ce processus de conquête de la terre. Alors vous voyez, d'une part, la maîtrise de l'eau, d'autre part, la conquête de la terre. C'est pourquoi l'expression vietnamienne đất, qui veut dire la terre, nước, qui veut dire l'eau, si vous conjuguez ces deux mots, đất nước, ça veut dire patrie. Le sol des ancêtres, le sol sur lequel on vit, qu'on a conquis sur l'eau, et cette terre qu'on a bâtie de ses propres mains. C'est pourquoi vous voyez l'attachement du Vietnamien et du paysan vietnamien en particulier à cette terre qu'il a bâtie, qu'il a créée de sa sueur, de ses mains, de ses propres mains. C'est donc dans la lutte contre les éléments naturels que se constitue la nation vietnamienne, essentiellement. C'est le premier facteur qui a abouti à la constitution de la nation vietnamienne en tant que telle. Mais il y a un second facteur aussi important, c'est la lutte contre l'agression étrangère. Surtout que nous avons affaire à un voisin féodal puissant, l'empire féodal chinois, autrefois. Je prends par exemple au XIIIe siècle, l'empire mongol. Vous savez que l'empire mongol de Gengis Khan et de son fils Kubilai Khan avait couvert la Chine, une grande partie de l'Asie et une partie de l'Europe. Et le petit-fils de Gengis Khan qui a commandé une armée de 500 000 hommes pour envahir le Vietnam à 3 reprises. Alors le Vietnam à l'époque comptait à peu près 5 millions d'hommes. Alors comment résister à une armée aussi puissante, à un empire aussi puissant? Alors il faut voir l'organisation militaire de la monarchie vietnamienne à l'époque. En général, les rois disposaient d'une petite armée régulière dans tous les pays. L'économie de l'époque féodale ne permettait pas une armée très très importante. Un pays de 5 millions d'hommes, mettons, avait une armée de 30 ou 50 000 hommes. Alors c'était pas suffisant pour résister à une armée de 500 000 hommes. Alors nos rois avaient donc, en prévision de ces guerres, institué le régime du paysan soldat. C'est à peu près le service militaire obligatoire pour tous les paysans. Ils faisaient une période d'entraînement militaire, retournaient chez eux pour participer à la production, de sorte que dans le pays, tout le monde savait faire la guerre. Ensuite, il y avait l'armée régulière du roi, mais il y a aussi les organisations d'autodéfense des villages, constituées justement par ces paysans qui avaient fait une période militaire. Quand l'armée mongole a donc pénétré dans le pays, le roi et la cour avaient abandonné la capitale à l'ennemi et s'étaient réfugiés dans les villages, dans les campagnes, comme nous faisons Chetan aujourd'hui, quand nous dispersons nos services administratifs et autres
à travers le pays, comme aujourd'hui. Alors l'armée mongole a donc occupé la capitale, les autres villes, elle a éparpillé ses troupes dans des postes. Pour occuper un pays, il faut éparpiller ses troupes un peu partout. Alors la population des villages avait reçu 2 ordres. Première directive, cacher tout ravitaillement possible. Les Mongols ne trouvaient pas à se ravitailler. Ils faisaient venir les vivres de Chine. Pour 500 000 hommes, c'est beaucoup. Deuxième ordre, essayer de décimer les troupes mongoles dispersées par petits groupes, les petits postes. Donc les Mongols étaient harcelés, décimés, usés. Et ensuite le climat tropical qui a agi, les maladies tropicales qui ont agi. Alors à un moment donné, sur ces troupes mongoles fatiguées, décimées, démoralisées, l'armée régulière du roi est revenue à la contre-offensive et a engagé des batailles décisives qui ont fini par bouter dehors toutes les armées mongoles. Et voilà comment s'était menée la guerre contre les Mongols. Nam Vương chịu chức viên phong, xưng thái tử thoát hoa là mổ. En général, dans les guerres féodales entre rois et seigneurs, quand on capturait des prisonniers, ou on les liquidait, ou on les gardait comme esclaves. Mais nos rois, après la guerre, après la victoire, première chose, ils rendaient les prisonniers, ils offraient des chevaux, des bacs, des voitures pour rentrer en Chine. Donc ça c'est la diplomatie. Deuxième chose, le roi Trần avait envoyé à l'empereur mongol, à Pékin à l'époque, des ambassadeurs avec des riches cadeaux, et une lettre d'excuse. Il dit: Auguste empereur, nous nous excusons, nous savons bien que ce n'est pas dans votre volonté
mais c'est la faute à certains de vos généraux, à vos frontières, qui ont exagéré, quoi. Alors ils nous ont trop marché sur les pieds, on était obligés de riposter. Alors l'empereur mongol magnanime a dit nous vous pardonnons. Voilà. C'est comment ça s'est terminé la guerre, voyez. Mais ça c'est pour la diplomatie dans la forme, on pourrait dire, formelle. Mais quand l'empereur mongol, quand il s'agissait de grignoter un village à la frontière du Vietnam, alors là, il n'est plus question de céder. Le roi vietnamien reprenait tout de suite le village. Quand il s'agit de souveraineté vraie, il n'est plus question de diplomatie. Après la victoire, le roi, la cour avait réintégré la capitale. Il y a un mandarin qui s'est présenté au roi avec une grande caisse. Il a dit, voilà, Majesté, les papiers, les noms, la liste des noms de ceux qui ont collaboré avec l'ennemi, tout ce qu'ils ont fait, maintenant il faut les châtier. Alors le roi dit, maintenant que la victoire est gagnée, il s'agit de rebâtir le pays qui a été dévasté par l'ennemi. Il faut que tout le monde travaille, que tout le monde ait le cœur à travailler. Il ne faut plus remuer le passé. Brûlez-moi cette caisse. Voyez, cette cohésion nationale pendant la guerre et après la victoire pour rebâtir le pays, que le roi a voulu garder et non pas susciter, remuer les haines du passé. Cette histoire qui est très belle, est-ce qu'on peut penser que dans la réconciliation nationale, dans un avenir proche au Vietnam, ce sera un peu comme cette histoire? Ce ne sera pas un peu, ce sera plus, un peu plus, ça veut dire, parce que l'histoire actuelle se répète, mais à un niveau supérieur. La tradition continue, mais la révolution actuelle porte les choses nationales, traditionnelles, à un niveau supérieur. Quelles étaient les structures du pays qui permettaient cette mobilisation complète? Il y a une grande unité nationale chaque fois qu'il y a agression étrangère, surtout quand il s'agit d'un agresseur très puissant. Alors il fallait que toute la nation se coalise, pour ainsi dire. Mais c'était à des périodes où la classe dirigeante, en particulier la classe féodale, jouait encore un rôle positif. Et j'ai parlé de classe féodale parce que la société vietnamienne, comme toutes les sociétés, du moins avant le socialisme, était une société avec des classes et des antagonismes de classe, naturellement. De quelle sorte était-il? Alors, comme dans toutes les sociétés pré-industrielles, tout était centré sur la question des terres, ou plus exactement sur la question du régime de propriété agraire. Avant le XVe siècle, il y avait encore des grands apanages, des grands domaines qui étaient réservés à une sorte d'aristocratie, aux grands dignitaires de la cour. Dans ces grands domaines, il y avait des esclaves domestiques qui cultivaient pour ces seigneurs. Mais à côté de ces apanages féodaux, chaque commune villageoise avait un lot de terre qui distribuait périodiquement à tous ses citoyens, et cela a duré depuis des temps immémoriaux jusqu'à la Révolution actuelle. Donc, deuxième type de terre. Troisième type de terre, il y a les terres privées qui appartenaient à des paysans libres. Et en principe, le roi était propriétaire de tout cela. Il pouvait prendre n'importe quelle terre, les distribuer à n'importe qui. Naturellement, il y a eu des antagonismes de classe, en particulier entre les seigneurs, les grands dignitaires, et les esclaves, les serfs de ces domaines. C'était la lutte la plus aiguë. Mais aussi entre les communes et les seigneurs qui s'appropriaient beaucoup de terres communales, entre les paysans libres aussi. Donc il y avait une sorte de coalition des esclaves, des serfs, des paysans libres, des communes villageoises
contre les grands dignitaires de la cour, contre l'aristocratie. Et au point de vue administratif, comme l'existence de ces domaines crée une sorte de pouvoir régional qui contrait souvent l'autorité royale, donc la monarchie avait aussi intérêt à supprimer peu à peu ces grands domaines. De sorte que vers la fin du XIVe et surtout au début du XVe, peu à peu ces grands domaines avaient disparu. Il y avait une grande lutte de classe qui avait fait disparaître ces domaines et on aboutissait à une nouvelle société au début du XVe. Mais ce grand tournant du XVe siècle, c'est aussi un grand tournant sur le plan de la pensée. C'est l'époque où le bouddhisme cède la place au confucianisme, non? Ça aussi, c'est lié à cette évolution économique et politique. Parce qu'auparavant, sous les lits et les trônes, tant que la monarchie avait un appareil administratif encore sommaire, les rois, qui étaient un seigneur parmi d'autres, le premier seigneur parmi les autres, avaient des conseillers bouddhistes. C'était des moines bouddhistes. Et la religion officielle, c'était le bouddhisme jusqu'au XIVe siècle. Mais peu à peu, l'administration royale se compliquait. En particulier, je vous ai parlé de la construction du réseau de digues. Et cette bureaucratie exigeait des fonctionnaires. Voyez. Et la doctrine bouddhiste, doctrine de renoncement au monde, évidemment, ne pouvait pas fournir une doctrine de gouvernement, d'administration. Alors, la monarchie vietnamienne a emprunté à la monarchie chinoise son système de recrutement de fonctionnaires par examen et concours, et la doctrine adéquate, c'est-à-dire le confucianisme, la doctrine des lettrés. Donc il y avait des concours pour recruter des fonctionnaires du roi qu'on appelait les mandarins. Il y avait donc une rivalité, et cette rivalité sur le plan politique, administratif, se doublait sur le plan idéologique d'une rivalité entre les moines bouddhistes, qui étaient les conseillers du roi, des grands dignitaires, et les lettrés confuciens, qui étaient les petits fonctionnaires, les moyens fonctionnaires. Peu à peu, les lettrés confuciens avaient fini par prendre le devant, au fur et à mesure que la monarchie développait son administration. Vous voyez donc au XIVe siècle se dérouler une triple lutte sur le plan économique contre les propriétaires des grands domaines, les seigneurs, une lutte politique, administrative à l'intérieur de la monarchie entre les fonctionnaires recrutés par concours et les hauts dignitaires de la cour, une aristocratie, une lutte idéologique entre le bouddhisme et le confucianisme. Et au XVe siècle, tout cela, cette lutte s'était résolue par la disparition des grands domaines, par l'accession des mandats à concours à toutes les fonctions de la cour, les hautes fonctions comprises, la disparition de l'aristocratie, et sur le plan idéologique, par pas la disparition, mais l'effacement du bouddhisme au profit du confucianisme qui devient la doctrine officielle de l'État. Nous sommes dans le thème de la littérature. Nous appelons văn miếu, văn littérature, miếu thème. Ce thème a été fondé en 1070 au temps de la dynastie des Li. Les dirigeants de cette époque ont vu que la doctrine confucienne répondait mieux à leurs besoins. Alors, ils ont fondé ce temple pour symboliser l'attention spéciale que portaient les dirigeants aux enseignements de Confucius. Quel était l'enseignement de Confucius? Porté sur quoi? Sur toutes les questions pratiques de la vie sociale, mais surtout, on visait la question de partage des terres. Et Mencius a dit qu'il faut partager les terres au peuple, et avec le peuple, le roi peut garder le pays.
Donc le paysan était juridiquement libre d'acheter des terres, de vendre ses terres. Il n'est plus serf, il n'est plus esclave d'un seigneur. Voyez. Mais pratiquement, il n'y avait pas assez de terres pour tout le monde. Donc, au fur et à mesure que la croissance démographique s'aggravait, c'est-à-dire le nombre des paysans sans terre augmentait et la différenciation de classe se faisait maintenant entre paysans propriétaires et paysans sans terre. Alors les paysans propriétaires, les plus riches, les plus influents, formaient le corps des notables dans l'administration communale, parce que la commune villageoise est gérée, administrée par un conseil des notables. Et c'est aussi cette classe des propriétaires, des paysans propriétaires, qui fournissait les candidats au concours mandarinaux. C'est donc de cette classe est issue la caste des mandarins et des notables. Le mandarin dans l'ancienne société était appelé père et mère du peuple. C'est-à-dire qu'il devait faire tout ce qu'un bon mandarin devait faire pour être utile à ses administrés. Et s'il ne faisait pas son devoir comme il devait le faire d'après les livres, il pourrait être révoqué par le roi. Mais au contraire, s'il faisait bien ses devoirs de mandarin, c'est-à-dire de père et mère du peuple, eh bien, il pouvait monter en grade depuis le 8e degré jusqu'au 1er degré de l'échelle mandarinale. Les fonctions mandarinales étaient ouvertes à tous. Mais il y avait une sélection par la richesse, parce que les études étaient très longues et n'importe qui ne pouvait pas faire des études pendant 10, 15 ou 20 ans. Il y avait beaucoup de candidats. Il y avait par centre, il y avait plusieurs centres de concours dans le pays, et en moyenne, il y avait un concours tous les 3 ans, où il y avait 5 à 6 000 candidats. Pour combien de postes? Et 5 à 6 000 candidats et 1% qui était reçu. Tous les 3 ans, une fois tous les 3 ans. Vous voyez, il y avait comme... Et les 99% d'autres? Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que devenaient-ils ceux-là? Alors, les 99 autres qui étaient recalés, rentraient dans leur village. Ils ne voulaient plus labourer la terre, vous voyez, parce qu'ils ont fait des études. Ils continuaient à faire leurs études. Ils restaient ce qu'on appelle des lettrés, les lettrés du village. Ils restaient dans le village, auprès des paysans, continuaient leurs études. C'était souvent la femme qui travaillait, faisait un petit commerce pour nourrir le bonhomme, hein, ou bien ils devenaient conseillers des paysans, conseillers juridiques, maîtres de culte, parfois médecins, précepteurs, et comme ça ils vivaient, ils vivotaient en attendant le prochain concours. Il y en a qui passaient 10 concours tous les 3 ans, ça faisait 30 années à attendre. Vous voyez, à 65 ans, 70 ans, il y en a qui passaient encore les concours. Vous voyez, voilà les lettrés dans l'ancien Vietnam. Mais cette société très structurée par l'intermédiaire des mandarins, de cette bureaucratie mandarinale, est-ce que ça n'avait pas un peu tendance à figer la société et à la maintenir dans un carcan? C'est ce qui pouvait arriver. Et réellement, ça est arrivé. Parce qu'avec cette sélection, on arrivait à avoir des fonctionnaires qui n'étaient bons que pour faire des devoirs, tandis qu'ils ne connaissaient que très peu de choses sur l'administration. Alors, c'est pourquoi nous avons des mandarins
que nous pouvons appeler bons, mais nous avons aussi des mandarins qui vraiment étaient mauvais. Et c'est ce qui a provoqué souvent la désobéissance et aussi la révolte du peuple. Par exemple, l'orthodoxie traditionnelle voulait, vous voyez, que le roi, c'était quelqu'un qui avait un mandat céleste d'origine divine. Mais les paysans disaient, c'est celui qui gagne qui devient roi, et celui qui perd, on l'appelle pirate, c'est tout. Ou que dans la société traditionnelle, on disait que la première catégorie de gens, c'était les lettrés, et deuxième catégorie, c'est les paysans. Mais les paysans disaient, quand on vient à manquer de riz, eh bien, c'est les paysans qui passent en premier. Vous voyez, il y a toujours cet esprit frondeur paysan qui caractérisait cette mentalité vietnamienne. Mais le roi avait besoin d'une solide administration. Ah, ça, tout le roi avait besoin de ça. Et il faut bien asseoir leur dynastie pour qu'ils puissent rester sur le trône. Autrement, comme Confucius a dit, que le peuple est comme l'eau et le roi est comme la barque. L'eau peut transporter la barque, mais en même temps, elle peut renverser la barque. Eh bien, c'est cet enseignement qui fait comprendre aux dirigeants qu'il faut bien ménager le peuple, parce que c'est le peuple qui porte la barque où est le roi. Et si le roi n'est pas un bon roi, on peut se révolter contre lui. Ah, parfaitement. Cela est dit explicitement que le roi doit faire son devoir de roi. Et quand il ne fait pas son devoir de roi, il n'est plus roi, il n'est qu'un individu quelconque que n'importe qui peut supprimer. Je suis le notable du village. J'encaisse les impôts. À part ça, je n'ai rien d'autre à faire qu'à attendre les festins. Je vis à l'ombre des mandarins et j'en tire beaucoup de profit. Bon, j'ai des choses urgentes à annoncer aux gens du village. Et où est passé le tambour du village? Dop, où es-tu? Mon mari est absent. Comment ça? Il est parti au chef-lieu de province pour recevoir des diplômes de mandarin. Qu'est-ce que tu racontes? Un va-nu-pieds recevoir des diplômes? C'est-à-dire qu'il accompagne un notable qui, lui, va recevoir ses diplômes. Ton mari est toujours à profiter de ses pieds pour s'en aller. Puisque c'est ça, tu vas le remplacer. Les mandarins passent, mais le peuple, lui, dure toujours. Cesse de raisonner et fais ce que je te commande. Espèce de sans-nom. Comme chaque chose, j'ai un nom. Chaque être humain a droit à son nom et à sa dignité. Comme si les rien du tout avaient besoin de dignité. J'annonce à toute la commune que je suis la dernière du village et qu'à ce titre, je suis la première pour dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, car je suis la voix du peuple. La vérité, c'est que je passe avant vous. Insolente, comment oses-tu dire que tu es la première pour dire ce qui est bien ou mal? Puisque je remplace mon mari, le tambour du village, je suis la première à transmettre vos messages. Ah, bon, copine. J'aime mieux ça. Et les Français, comment sont-ils arrivés dans ce Vietnam? Le capitalisme occidental
a pris pied au Vietnam d'abord par le canal du commerce dès le XVIe, XVIIe siècle, mais aussi par la voie religieuse. Les mêmes bateaux qui amenaient les marchands amenaient aussi des missionnaires catholiques. Et les marchands et les missionnaires cherchaient à intriguer auprès des seigneurs féodaux de l'époque, des rois, pour s'attacher leur faveur, pour essayer de les convertir et ainsi convertir tout le pays. Mais au XIXe siècle, dès le milieu du XIXe siècle, quand le capitalisme français s'était senti assez fort, il a passé à l'attaque armée brutale et directe. C'était les bombardements de Da Nang d'abord, et en 1858, la prise de Saigon, qui s'appelait Zading à l'époque. Et sous quel prétexte? Sous prétexte de défendre la région catholique qui est menacée. Elle était réellement menacée? Enfin. Comment était-elle acceptée, cette pénétration catholique et cette pénétration commerciale? Cette pénétration commerciale et cette pénétration religieuse étaient acceptées au XVIIe et XVIIIe siècle assez facilement. Le Vietnam avait une tradition de tolérance religieuse. Les trois religions, comme on disait, confucianisme, taoïsme, bouddhiste, coexistaient pacifiquement. Il n'y avait pas cette tradition d'intolérance, de guerre religieuse comme en Europe. Et le catholicisme était accepté comme une autre religion, entre autres. Et c'est seulement quand le capitalisme occidental se faisait agressif et que le catholicisme avait prêté, pour ainsi dire, la main à cette intervention capitaliste que le peuple vietnamien a considéré le catholicisme comme une religion étrangère d'abord, ennemie ensuite. Mais l'attaque armée qui a commencé en 1858 a été relativement facile parce que dans la société vietnamienne, à l'époque, cette société était en pleine crise, la monarchie vietnamienne était en pleine décadence et ne pouvait plus jouer le rôle qu'avaient joué les rois Trần au XIIIe siècle, parce qu'il y avait un mouvement paysan très important, les revendications paysannes ne pouvaient plus être satisfaites, alors la monarchie était prise par le marteau et l'enclume. D'une part, l'agression étrangère, d'autre part, les mouvements paysans. Et comme tous les féodaux en décadence, ils avaient choisi de collaborer avec l'agresseur étranger pour conserver au moins les privilèges royaux, pour lutter ensuite contre le peuple. Ça, c'est pour ainsi dire une loi historique qui se passe dans tous les pays. Et le peuple, comment a-t-il réagi à cette pénétration française? Alors, le peuple, immédiatement, avait organisé la résistance nationale, une résistance spontanée, malgré les ordres du roi de cesser la lutte armée. Alors, quand on dit le peuple Vietnam, c'était les paysans et les lettrés. Vous savez que les paysans ont une longue tradition de lutte armée contre l'étranger, une longue tradition de jacquerie aussi. Donc, passer à la résistance armée, à la lutte armée, était une chose relativement facile. Alors, ceux qui dirigeaient le mouvement, c'étaient les lettrés des villages qui avaient conservé les traditions nationales, qui ne jouissaient pas des privilèges mandarinaux, donc n'étaient pas de connivence avec la cour pour trahir les intérêts nationaux, qui vivaient près du peuple. Donc, les lettrés avaient appelé les paysans à la résistance, et c'était ce qu'on appelait le mouvement des lettrés, qui avait duré de 1860 environ vers 1900, qui avait duré une quarantaine d'années. Et en cela, il obéissait à sa façon à la loi confucéenne. Évidemment, dans le confucianisme, il y avait la tradition d'obéissance absolue au monarque. Mais il y avait l'autre tradition qui disait que quand le monarque dérogeait à ses obligations, à ses devoirs, on avait aussi le devoir de se révolter contre le monarque. Et ça faisait un drame de conscience chez les lettrés confuciens. Parce que d'une part, le roi avait ordonné de cesser la lutte, et d'autre part, le peuple poussait à la lutte. Alors la lutte armée contre les troupes françaises prenait la forme de guérilla. Si les Français avaient facilement pris les villes
les citadelles défendues par l'armée royale. Par contre, la lutte contre la guérilla avait pris beaucoup plus de temps. Alors, de cette guérilla, je voudrais vous donner quelques témoignages français. Par exemple, l'historien français Palu de la Barrière écrivait « Le centre de résistance était partout, subdivisé à l'infini. Il lui était plus juste de considérer chaque paysan qui liait une botte de riz comme un centre de résistance. » Et cette tactique de guérilla mettait les troupes françaises à dure épreuve. Palu de la Barrière continuait « Il n'y a point de spectacle plus triste, plus monotone, plus fatigant que celui des Français par terre et par eau. L'un des adversaires, c'est-à-dire les Français, est continuellement en vue. L'autre, c'est-à-dire les partisans, se dissimule. À la persistance avec laquelle se dérobait l'ennemi, il semblait que nos coups frappaient dans le vide. » Voilà une leçon dont on aurait bien fait de se souvenir par la suite. D'ailleurs, un officier français qui s'appelait Frey a écrit « On ne peut s'expliquer comment ces hommes, réunis dans un espace restreint, écrasés par le feu de notre artillerie, tirant à 300 mètres, ont pu tenir si longtemps. L'ennemi a une intelligence vive, un esprit remarquable d'assimilation dans l'emploi de nos moyens d'action, de nos procédés tactiques. Il fait preuve d'un art supérieur dans le choix de ses positions, dans la manière de les fortifier, d'une grande indifférence, d'une grande impassibilité devant la mort. Les rebelles sont commandés par des vrais chefs. Ils attendent que les canons soient bout à bout, que les souffles se confondent presque pour coucher à terre un grand nombre d'adversaires. Của quân Đề Nắm chỉ là ngọn cờ chống Pháp của dân Nam. Dạ bẩm các quan, thằng này tôi biết. Tên cái cờ của đơn án rõ ràng. Bắn! Bắn! Thế cho nên đã từ bốn phương những anh hùng yêu nước đã tới đây chung sức dưới ngọn cờ. Cờ đại nghĩa của dân Nam bất khuất. Lòng những lo gìn giữ non sông, chúng ta thề cùng nhau trầm tấm lòng như một tấm lòng, cùng chí hướng đuổi quân xâm lược. Thề diệt bài đặc dư thù, thăm vẻ Giang Sơn sáng ngời càng thúc tự anh.
Dạ Trung úy Đà bị chết, xác còn bỏ trong đồn. Dạ vợ ba để thám phục quân vào phá ngục cướp tù nhân trốn thoát rồi. Bà để nó phá ngục cứu tù rồi. Phá ngục cứu tù nhân trốn thoát. Nghe thôi choáng. Choáng váng mặt mày. Bầu rượu cầm tay. Không vực ngài say à? Vậy thám phải lui chân. Phiền hai ông hoàn tống nào. Oui, ce mouvement présentait aussi de grandes faiblesses. D'abord, l'infériorité en armement. Ça, mais ce n'est pas la raison essentielle. Les raisons essentielles sont d'ordre politique, idéologique. Il n'y avait pas d'abord une coordination à l'échelle nationale. La direction nationale à l'époque, c'était le roi. Or, le roi avait capitulé. Et chaque lettré agissait en son propre nom dans la région où il exerçait simplement. Il n'avait pas une autorité nationale. Et les Français pouvaient ainsi réprimer les mouvements les uns après les autres. Il y a une autre raison plus importante, c'est que tout le pays, à ce moment-là, aspirait à la modernisation. Or, les lettrés étaient défenseurs de l'ancienne culture, de l'ancienne société. Ils avaient pour programme la restauration. Ils voulaient chasser les Français pour restaurer l'ancien régime. Évidemment, ils allaient considérer à contre-courant. Ils dirigeaient les paysans dans la lutte, mais ils n'avaient pas un programme paysan. En particulier, l'histoire de la question agraire était mise sous le boisseau. Et c'était là la grande faiblesse. Il faut dire qu'à l'époque, le capitalisme, c'est-à-dire l'impérialisme, représentait un système social qui était supérieur à celui que défendaient les lettrés. Donc une raison historique, voyez, ce qui n'est plus vrai à notre époque. Alors pour toute cette époque qui va de 1900 à 1920 à peu près, ces 20 années, en gros, je résume, quoi. Mais évidemment, il y a de très très nombreux mouvements, de très nombreux groupes qui se sont succédés, très variés. Mais on peut distinguer deux tendances. Il y a la tendance réformiste qui aspire à des réformes progressives, graduelles au sein du système colonial. Puis il y a la tendance à la lutte armée. Mais ces groupes concevaient la lutte armée comme une sorte de complot. Voyez. Et alors, ils cherchaient à noyauter les soldats vietnamiens enrôlés dans l'armée coloniale française. Ils cherchaient à fonder des sortes de sociétés secrètes, puis le jour venu, déclencher des mutineries, des choses comme ça. Ils cherchaient aussi à avoir un appui étranger, soit au Japon, soit en Chine. Mais là-dessus, mais pas de mouvement de masse, vous voyez, à la différence. Les méthodes d'action, d'organisation n'avaient rien à voir avec des mouvements révolutionnaires vrais. C'est pourquoi, étant donné la faiblesse de la bourgeoisie, la faiblesse de la population citadine elle-même, le manque de lien avec la paysannerie, ces mouvements, ces partis ne représentaient pas une force bien importante pour pouvoir inquiéter suffisamment le régime colonial. La répression était très dure. Il y a le bagne, la déportation, les exécutions en capitale, les jugements sommaires, vous voyez. Alors tout cela, dans un régime colonial, c'était la règle. Toute l'Indochine était tenue en main par 15 000 soldats français seulement. Le mouvement national vietnamien était dans une sorte d'impasse. On avait essayé tous les moyens, toutes les formes d'action, lettrés modernistes, bourgeois, réformistes, complots armés, lutte armée, tout ça, tout avait échoué. Pour un patriote vietnamien de l'époque, dans quelle voie s'engager? C'était une question vraiment cruciale et il se posait avec une sorte d'angoisse. Il y avait une sorte de mur devant lesquels on était pour ainsi dire bloqué. Le régime colonial paraissait s'installer pour toujours.